Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission consacrée à la crise anglophone au Cameroun. Mes trois invités sont restés avec moi, Peter Mbafor, André Inda et Émile Boyogeno. Merci à vous. Ce dimanche 1er octobre, le président de la République, Paul Biya, dit ceci dans sa déclaration rendue publique, bien entendu. Je le cite, « Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. » Le président Paul Biya parle de dialogue serein. Il est sans doute prêt donc au dialogue. André Inda, la question qu'on peut se poser dans le contexte actuel, quand on parle de dialogue, c'est avec qui dialoguer et de quoi parler. Dans la mosaïque de revendications aujourd'hui, où il y en a qui parlent de fédéralisme, d'autres de sécession et d'autres de décentralisation, avec qui dialoguer et quelles sont les options à mettre sur la table? Oui. D'abord, moi je voudrais dire que c'est très bien que le président s'exprime sur ces questions-là, mais je pense qu'on aurait attendu un peu plus de lui. On aurait attendu de lui qu'il soit présent et qu'il soit proche des gens, physiquement même. Pas seulement sur le plan symbolique. C'est très important. Le fait qu'il ait communiqué déjà, c'est bien, mais il faut que ça suive, il faut que sa présence suive. Ensuite, c'est quand on le voit, parce qu'il incarne quand même les institutions de tout un pays. Quand on le voit, même si les gens ont des revendications, ils savent comment les encadrer, comment les enrober. Et je pense qu'il donne la voix. La voix qu'il donne, c'est la voix du dialogue. Monsieur Inda, oui. Émile Boyogeno a dit tout à l'heure que oui, c'est la partie adverse qui dicte l'agenda. Vous pensez que parce que les anglophones ont prévu le dimanche 1er octobre faire une déclaration, le président doit incessamment rentrer au pays s'il est à l'extérieur pour d'autres missions? Non, je dis une chose. Oui. Non, il y a une crise le 1er octobre. Le président a communiqué, ça veut dire qu'il n'est pas absent, il communique. Oui, bien sûr. Mais maintenant, il doit pouvoir descendre sur place. D'accord, aller à Bamenda. Oui, bien entendu. À mon avis, c'est un geste fort qu'il faut faire. C'est un appel. Oui, c'est un appel, voilà, tout à fait. Le président entend sans doute. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la voix qu'il donne, à mon avis. C'est la voix du dialogue qu'il préconise. Ça veut dire que même les personnes qui revendiquent et qui sont extrémistes, c'est un appel à la raison en disant « nous avons un cadre ». Nous avons des institutions. Si vous avez des revendications, il faut les couler dans les institutions. À ce moment-là, je suis disposé à discuter avec vous. Tout à fait d'accord. Et c'est là le problème, parce que voilà, il faut quand même être un peu réfléchi par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a eu des outils qui ont été mis en place, mais on n'a pas suffisamment communiqué sur ces outils-là. On ne les a pas suffisamment activés non plus. Ce qui fait qu'il y a une escalade parce que les gens n'ont pas vu les réponses. Voilà. Monsieur Mbafor, oui, entre sécession, fédéralisme ou décentralisation, vous militez pour quelle option pour sortir votre pays, le Cameroun, de cette crise qui n'a fait que trop durer maintenant? Moi, si vous demandez à mon avis, je suis pour le fédéralisme qui est en quelque sorte aussi de la décentralisation. Et cette loi, c'est pas la même chose. Hein? Mais même si ce n'est pas la même chose. Oui. Ça, normalement, on appelle à la gestion d'autonomie des provinces par les gouverneurs qui seront élus issus de ces provinces, oui, qui connaissent très bien leur région, avec leur culture, et qui essaient de donner la priorité à ceux aux Camerounais, justement à l'attente des Camerounais. Moi, c'est ça que nous voulons, parce que nous voyons que depuis quelques années, le Cameroun régresse, au contraire. Au lieu de progresser, on régresse. Combien de projets est-ce qu'on a entamés, mais qu'on n'a pas fini parce qu'il manque l'argent? Où passe l'argent? Pourtant, le Cameroun ne devait même pas en arriver là. Donc, moi, je suis pour le fédéralisme, pour que la gestion de chaque province soit autonome. Parce que depuis que je suis né au Cameroun, je n'ai pas vu, j'ai 66 ans aujourd'hui, j'étais tout petit peut-être quand les frontières ont fait... Mais le fédéralisme, vous l'avez déjà expérimenté oui, on l'a expérimenté, oui, mais le problème qui est là aujourd'hui dans la République du Cameroun, quand je parle de la République du Cameroun, je parle de tout le Cameroun, c'est qu'il n'y a jamais eu un résultat des comptes des dépenses publiques. C'est-à-dire que chaque ministère à qui on a octroyé un budget
ne viennent pas à la fin d'année pour dire que l'argent qui a été voté... Comment vous savez, vous n'êtes pas président de la République? Il n'y a que le président de la République. Non, monsieur, quand même. Attendez, le président de la République... Non, moi je vous demande. Non, les ministres camerounais ne rendent pas compte au président Paul Biya. C'est au peuple camerounais que ça devait être. Non, il y a des comptes rendus qui sont faits, il y a même des débats parlementaires qui sont faits entre les ministres et les parlementaires. Non. La question que vous posez, qui est légitime, si vous permettez d'une seule minute, c'est les problèmes de gouvernance qu'il y a au Cameroun. On a des grosses difficultés par rapport à la façon dont le pays est géré. Ça, c'est un fait. Voilà. Alors, la dernière fois, j'étais très enthousiaste par rapport à l'idée de décentralisation. Oui. Mais j'ai réfléchi, en fait. Vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis, mais je suis devenu un peu plus sceptique. Parce que quand on dit qu'il faut que les régions soient autonomes, on n'a pas la garantie que parce que les régions sont autonomes, les gens qui seront à la tête de ces régions seront forcément plus démocrates, plus rigoureux, plus transparents. Oui. On n'a pas cette garantie du tout. Mais il faut tester, il faut essayer. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il faut relativiser ces questions-là et savoir qu'au cœur de ce qui se passe en fait, c'est, à mon humble avis, c'est la capacité de chaque citoyen camerounais à se comporter comme il se doit. C'est ça. Donc, au fond, le problème de gouvernance dont vous parlez ne peut pas être réglé par la forme de l'État. Ce n'est pas la forme de l'État qui est la solution à apporter au problème de mal gouvernance. Même dans le cadre d'un État fédéral, les problèmes peuvent persister. Bien sûr. Eh ben, écoutez, moi, je n'ai pas dit que ça va rouler comme sur les roulettes. D'accord. C'est pas possible. Okay. Il va toujours avoir des problèmes, mais j'aurais préféré qu'on teste une autre forme de gouvernance pour voir comment ça va aller, parce que depuis quelques années, il y a growing. Même si ceux d'expression francophone n'en parlent pas, mais nous, on a dit non à ces souffrances parce que nous avons eu des institutions qui ont disparu. On avait la meilleure banque, le Cameroun Bank, c'est parti. On avait le West Cameroun Marketing Board, c'est parti. On avait le Yoke Power Plant qui donnait l'électricité. TWD. Tout ça, c'est parti. Et où est parti cet argent-là? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et le Cameroun, moi, il y a des choses, des petites choses comme ça que vous avez des yeux fermés dessus. Aujourd'hui, vous ne vous posez pas des questions. Comment dans un pays, le Cameroun, il y a des écoles, il y a des auto-écoles pour passer des permis, mais il n'y a pas des écoles pour les camions. Et c'est des camions qui tuent les enfants tous les jours. Ça tue même plus que Boko Haram. Et vous pensez que quand le Cameroun sera un État fédéral, il n'y aura plus d'accidents de circulation? Justement, dans le pays, dans le West Cameroun à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le VIO, le Vehicle Inspection Officer. Lui, mais ça existe encore aujourd'hui. Mais non, mais c'est éphémère. Tout ça, ça ne prend pas, la mayonnaise. Il y a une autre structure. Mais revenons au dialogue très rapidement. Oui. Avant que je ne vous passe la parole, s'il vous plaît. Monsieur Mbafo, le président se dit prêt au dialogue. Il parle de dialogue serein. Oui. Vous êtes prêt à appeler tous les anglophones à accepter le dialogue dans le cadre républicain? Je suis pour le dialogue, mais pas avec les ministres qui veulent mourir au pouvoir parce qu'ils ne voient que leur intérêt personnel. Comme me balayer tous ces ministres-là, qu'on appelle les gens de la société civile, et nous sommes à l'extérieur, le diaspora. Normalement, il aurait dû avoir un ministère consacré aux Camerounais de diaspora qui apporte des idées pour faire avancer le pays. Ça, vous regardez, moi, des intellectuels qui sont assis devant moi. Donc, vous êtes en train de nous expliquer, M. Mbafor, que le président Paul Biya doit faire un remaniement ministériel et mettre dans le décor tous les ministres du gouvernement actuel. Oui, parce qu'ils sont déjà vieux. C'est ça votre condition pour aller au dialogue? Ils sont vieux. Prenez-moi des jeunes de 35 ans à 55 ans, mettez-les là-bas dedans, ils vont faire un travail effectif de 12 heures par jour pour servir leur pays. Que de mettre des gens qui vont aller s'enfermer derrière les bureaux, ils dorment pendant 2 heures, ils travaillent pendant 2 heures, ils signent même des décrets sans lire, qui les impliquent, qui impliquent le gouvernement. C'est ça que je veux, qu'on change le décor politique. Renouvellement de la classe politique, c'est ce que dit M. Mbafor. Il y a besoin au Cameroun de renouveler la classe politique. Exactement. Alors, avant de parler de renouvellement, il faut revenir sur la crise. La crise anglophone, pour l'arrêter, enfin pour trouver une solution, il faut d'abord l'arrêter. Oui. Avant de trouver une solution, il faut d'abord l'arrêter. Premier point. Second point, il y a 2 contradictions que je voulais relever. La première contradiction, c'est il y a d'une part des gens qui demandent la sécession, mais qui en même temps interdisent aux enfants d'aller à l'école. Alors, quelles sont les ressources humaines avec lesquelles ils vont gouverner l'État sécessionniste en question, si jamais il émerge, si jamais il voit le jour? Première contradiction. Seconde contradiction, il y en a qui appellent
au fédéralisme. Il y en a qui appellent au fédéralisme. Mais pourquoi ceux qui appellent au fédéralisme, ou du moins la réappropriation, enfin la dissémination de la culture, des sédiments de la culture anglophone dans l'administration, ils sont où aujourd'hui ces leaders des syndicats d'avocats et d'enseignants? Ils sont où aujourd'hui pour dire aux sécessionnistes, écoutez, nous on a obtenu gain, ce qu'on a demandé, s'il vous plaît, arrêtez. Ils sont où? Le clergé, les profs et tout, ils sont où aujourd'hui? Ça, c'est deux contradictions, c'est absolument abracadabrantesque, et ça me donne le sentiment vraiment qu'il y a un subterfuge, une ruse derrière tout cela. Ça, c'est pour planter le décor. Alors, les solutions. S'il vous plaît, très rapidement. Et on a dit, il y a les anglophones. Les préalables au dialogue, puisque les anglophones, d'abord, la libération des prisonniers, la démilitarisation des régions concernées, ce sont les préalables que posent les anglophones avant tout dialogue. Alors, quels anglophones? Est-ce que ça vient des corporations qui ont obtenu leurs gains de cause, ou ça vient des sécessionnistes? Non, enfin, moi, je vais les appeler les cybersécessionnistes. Vous savez, ces sécessionnistes qui ont créé un État sur Internet, là. Vous voyez? Moi, j'appelle ça, enfin, c'est d'abord des perlimpinpins. Hein. Ces gens qui, sur Internet, créent un État, enfin... Non, avec qui on va négocier? Avec qui on négocie? Le dialogue avec qui? Avec les profs, les avocats qui ont obtenu gain de cause, ou avec les sécessionnistes qui sont des cyber-entrepreneurs politiques? Tous les anglophones ne sont pas avec qui? Ne sont pas non, je ne dis pas qu'ils sont tous. Je dis avec qui? Il y en a même qui sont contre le fédéralisme, je suis mais qui sont pour la décentralisation. Avec qui dialogue-t-on? Il y a une partie qui a obtenu gain de cause, enfin qui a obtenu ce qu'elle a demandé. Oui, les avocats et les enseignants. Voilà. Bon, les enseignants, avec qui va-t-on négocier? C'est la première question. Il faut une négociation. Par contre, c'est une crise. Et comme toute crise, la crise met à nu une société. Chaque crise met à nu une société. Et cette crise a révélé un certain nombre de failles de l'État. Un État qui ne communique pas assez. La cybergouvernance est absolument absente. Premier point. Ceux qui ont été arrêtés, l'anticipation est absente. On les a arrêtés parce qu'ils étaient des leaders, des meneurs. Exactement. On peut aussi, dans le cadre républicain, accepter de les écouter, de voir quels sont les problèmes qu'ils posent. Absolument. S'ils sont gardés en prison, il faudrait ils soient libérés. Non, s'ils sont gardés en prison, il faut des raisons juridiques pour lesquelles ils sont gardés. Justement. À défaut, on les libère. Il faut déjà faire prévaloir l'état de droit. Oui. C'est de cette façon-là qu'on peut à peu près restaurer la paix, du moins les conditions apaisées d'un échange. Mais l'État a failli ici, cette crise a montré quelques failles. L'État ne communique pas assez, même quand il réalise de belles choses. Pour le coup, cette commission dite Moussongué, enfin pour le bilinguisme, le multiculturalisme, est une excellente création. Quelle forme adopter si éventuellement les conditions du dialogue sont réunies? Quelle forme imaginez-vous? Il faut simplement aller plus loin. La Constitution de 1996 fixe les conseils régionaux que M. Baffort évoquait tout à l'heure, et la loi de 2004 pour la décentralisation, et la loi de 2004 va un peu plus. Encore. 2006, voilà, et 2004-2006, qui ne sont pas tout à fait appliqués. Il y a 1% de ressources économiques qui sont dévolues, qui sont transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Oui. Donc, il y a un effort à faire de ce point de vue-là. Donc la question, est-ce que fédéralisme ou pas, la vraie question, c'est simplement, à mon avis, de faire en sorte que ce que M. Baffort disait tout à l'heure, le renouvellement de la classe politique. Ces anglophones, cette élite anglophone qui est à Yaoundé dans les bureaux cossus et qui roule dans les villages, qui habite des maisons chics et qui roule dans les rotulantes villas, doivent failli ici aussi. C'est aussi leur faillite, cette crise. Et donc, il faut probablement renouveler tout cela. D'accord. Il faut d'autres élites anglophones, probablement. Quand il parle et pas qu'anglophones. Ça concerne tout le monde. Doit-on retenir, André-Inda, à l'issue de cette émission, que la décentralisation est la forme de l'État qui se dégage plus, ou du moins qui a plus de chances d'obtenir de consensus pour une sortie de crise durable dans votre pays, le Cameroun? Oui. Certainement la décentralisation, puisqu'elle est là, puisqu'il y a une loi. Réellement appliquée. Oui, il faut la mettre à l'œuvre. Je suis d'accord, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail qu'on doit faire sur chaque Camerounais. Mais je vais aller plus loin. Par rapport à la crise, je pense qu'il faut, à un moment donné, qu'on s'asseye,
qu'on discute dans un cadre de dialogue. Quelle que soit la forme que ça peut prendre, une grande conférence autour de la question anglophone, il faut que ce moment ait lieu. Un moment de rencontre qui va permettre de restaurer la confiance. Parce que la confiance, pour l'instant, elle est de part et d'autre disparue. Monsieur Baffour, oui. Vous avez le dernier mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La seule chose que je vais vraiment demander à certains ministres qui enveniment la situation, à certains journalistes qui traitent... moi, je prends mot à mot ce qu'un journaliste a écrit. Il dit « Bloquez-moi la frontière nigérienne et que personne ne sort. Vous devez tuer même les bébés de 0,6 mois. Ces troupeaux de moutons avaient fait dérapage lors d'une guerre au Nigeria et sont venus s'installer sur les terres camerounaises. Même si quelqu'un parle français... Il ne faut pas relayer ces propos, monsieur. Mais, non, mais... C'est des propos extrémistes. Non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce sont des propos... Même le gouverneur du Sud-Ouest, oui. il nous a traités de chiens. Les autres nous ont traités de rats. Tous les propos excessifs et extrémistes sont à bannir. On est tous d'accord sur ce point-là. Bon, alors, maintenant, le message que je veux passer, c'est que il faut qu'ils arrêtent de traiter des êtres humains qui sont comme eux, qui ont le même droit de terre comme eux, des chiens, des rats et des machins. Personne... Vous n'êtes pas ma propriété à moi. Tout à fait. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Même au président Paul Biya, je vais lui dire qu'il ne possède pas la vie d'un Camerounais. Donc il doit écouter les Camerounais, c'est son rôle. Tout à fait. Et de distribuer maintenant des conseils ou bien des lois pour apaiser la situation. Donc ce que je veux dire tout de suite là, moi je suis pour l'apaisement immédiat. Mais pour que... Très rapidement, vous avez une seconde. Il faut arrêter les tueries. Il faut arrêter les tueries, il faut démilitariser le sud et le nord-ouest et ensuite libérer ceux qui restent en prison pour le même motif que les Congo, Bala et les autres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens.